Pourquoi, en temps de crise, certains s'enrichissent quand d'autres perdent du pouvoir d'achat? On va parler aujourd'hui de l'effet cantillon. L'effet cantillon, c'est un phénomène économique qui s'explique de la façon suivante. Donc, d'un côté, on a les banques ou les États, en tout cas les entités qui contrôlent la monnaie, qui injectent de l'argent dans l'économie, donc qui littéralement impriment des nouveaux billets pour répondre à diverses problématiques. Donc en 2008, c'était pour juguler, on va dire, la crise des subprimes. En 2020, c'était pour freiner, en tout cas, les effets du Covid. Donc, dans ces deux crises, on va les prendre comme exemple pour expliquer l'effet cantillon. Donc, la Fed ou la Banque centrale ont imprimé des nouveaux dollars dans le cadre de la Fed et des nouveaux euros dans le cadre de la BCE. Cet argent, il ne se diffuse pas partout en même temps. Les premiers, en fait, qui captent ce robinet, on va dire cette eau qui sort de ce robinet monétaire, eh bien, ce sont les institutions financières et les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont des actifs. Donc, cet argent, il va créer une augmentation du prix des actifs. Et ceux qui détiennent des actifs, donc des actions, de l'immobilier ou même des crypto-monnaies comme Bitcoin, vont capter une grosse partie de cette liquidité. Donc, il y a des actifs qui sont très bien pour capter cet argent et pour récupérer une partie de ce nouvel argent qui est en émission. L'immobilier a été très longtemps l'actif qui captait le plus de ce nouvel argent émis. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est Bitcoin qui devient l'actif qui capte le plus la liquidité qui est émise. Revenons maintenant à l'effet cantillon. Donc, qui dit que lorsque ce nouvel argent est émis, ceux qui en profitent, eh bien, c'est ceux qui ont des actifs. Et il y a un autre effet collatéral à cette impression monétaire, eh bien, c'est l'inflation. C'est-à-dire que le prix des biens et des services augmente. Et ceux qui subissent cette inflation, eh bien, c'est ceux qui n'ont pas d'actifs, donc des salariés moyens, des petites entreprises, on va dire la population en tout cas qui n'a même pas conscience en fait de l'existence de cet effet cantillon et qui n'investissent pas dans des actifs qui vont lui permettre de conserver son pouvoir d'achat. Donc on va prendre un exemple simple. En 2008, lors de la crise des subprimes, eh bien la Fed a multiplié carrément x5 l'argent en circulation. On est passé de 870 millions de dollars à presque 4500 milliards de dollars en circulation. Les actifs qui ont capté cette valeur, c'était les actions du S&P 500. Donc le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses valeurs boursières américaines. Donc le S&P 500, l'indice qui représente ces entreprises-là, s'est valorisé de presque 220% entre 2009 et 2015. Donc ça, c'est l'argent qui a circulé à la suite de la crise des subprimes qui a créé en fait cette augmentation de la valeur de l'indice S&P 500. A contrario, les salaires médians aux US ne se sont valorisés que de 2%. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre les actifs et les salaires des personnes. Donc, si vous voulez combattre l'effet cantillon, il faut absolument investir dans des actifs qui, eux, captent la nouvelle liquidité qui est émise. L'effet cantillon, il a un gros impact, en fait, sur votre vie. Il a un gros impact sur votre pouvoir d'achat. Mettons que vous avez 20 ans, vous économisez pour votre retraite, vous épargnez un peu tous les mois sur un livret A ou d'autres supports qui sont dits sûrs. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 20 ans, l'effet cantillon et l'inflation monétaire en fait qui en résulte vont grignoter votre pouvoir d'achat. Eh bien, vous allez perdre une partie de l'argent que vous avez mis de côté pour vos vieux jours. A contrario, si vous avez investi, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste un constat pour expliquer comment se passe l'économie mondiale, comment fonctionne en fait l'économie. En tout cas, une partie. Donc, mettons votre voisin, un autre jeune de 20 ans, lui, a plutôt investi dans des actifs. Il a investi dans des actions, il a investi dans l'immobilier, il a investi dans du Bitcoin. Eh bien, son
pouvoir d'achat, lui, va se conserver. Mieux que ça, il va se valoriser parce que les actifs qu'il a achetés vont prendre de la valeur, étant donné qu'on est dans un système monétaire où les banques centrales qui contrôlent notre argent ne font que émettre des nouveaux billets pour des raisons diverses et variées. Donc, quand on revient sur l'exemple en fait de ces deux jeunes, eh bien, il y en a un qui va avoir une retraite qui sera plus confortable parce qu'il aura des actifs qui vont lui permettre de vivre décemment, et une autre personne qui aura peut-être même travaillé plus dur que l'autre, eh bien, elle va se retrouver lésée parce que, si la personne vit en France, c'est sûr qu'elle n'aura pas de retraite, en tout cas pourvue par l'État, et l'argent qu'elle aura économisé pour sa retraite, il se sera dilué avec le temps, et donc elle aura perdu en réalité du pouvoir d'achat en pensant économiser sur des actifs qui sont sûrs. Bien évidemment, ces fameux actifs qui captent la liquidité, ils sont souvent très volatiles. Donc les marchés actions sont volatiles, le Bitcoin il est volatile, mais ce sont des actifs qui, sur le long terme, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un horizon de temps très long, se valorisent. Quand on est à la recherche en fait de l'argent rapide, ces actions-là, pour moi, enfin ces actifs-là, il faut les fuir parce que c'est des actifs qui peuvent monter, descendre. Donc par exemple, on a vu le crack de 2008, le crack du Covid, les indices boursiers ont perdu presque 20-30% en fait en l'espace de quelques jours. Donc si quelqu'un avait mis son argent là-dedans et avait vendu dans la panique, eh bien, il aurait tout perdu. Mais lorsqu'on a conscience de l'effet cantillon et qu'on a conscience que plus le temps passe, plus l'argent en circulation augmente parce qu'on est dans un système où les banques centrales vont continuer à imprimer de l'argent, on a plutôt intérêt à aller vers ces actifs-là, même si sur le temps court, ils peuvent fluctuer de façon très brutale. Parce que sur le temps long, eh bien, on constate que ces actifs-là se valorisent et qu'il n'y a rien de mieux pour conserver le fruit de votre travail. Parce que c'est aussi ça, en fait, l'enjeu, c'est que vous travaillez, vous mettez de l'énergie et vous conservez cette énergie-là dans des billets de banque en vue de pouvoir les dépenser plus tard. Mais en réalité, eh bien, en les laissant sur un compte bancaire, cet argent-là, il se dilue et en réalité, vous perdez votre temps. C'est du temps en fait qui vous est volé parce que vous avez mis du temps pour générer cet argent et ce temps il est perdu. Et donc par exemple, au lieu d'aller à la retraite par exemple à 50 ans parce que vous avez bien économisé, que votre argent s'est bien valorisé, eh bien vous allez aller à la retraite à 20 ans, à 70 ans, 75 ans parce que on vous a volé du temps et vous avez besoin de travailler encore plus de temps pour pouvoir vivre décemment. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien, on ne peut que être à la recherche de ces fameux actifs qui permettent de combattre l'effet cantillon et l'inflation. Et parmi eux, eh bien, Bitcoin s'avère être l'un des actifs qui commence, en tout cas, à capter une grosse partie de la liquidité. Des entreprises telles que BlackRock, Fidelity, des grosses banques informent leurs clients en leur disant qu'il est plus dangereux de ne pas avoir du Bitcoin dans son patrimoine que d'en avoir. C'est pas pour rien en fait qu'elles donnent ces informations-là à leurs clients fortunés. Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, Bitcoin est devenu l'un des actifs qui permet le plus de conserver de la valeur. Pourquoi ? Parce que Bitcoin est rare. Donc, il y en a que 21 millions et il y en aura jamais plus. Et il n'y a pas d'effet cantillon en réalité sur Bitcoin, étant donné que l'inflation monétaire sur Bitcoin, elle est connue en avance, elle diminue avec le temps. Donc, tous les 4 ans, le nombre de Bitcoin émis est divisé par 2. Donc, on est dans un système où on n'a pas d'impression monétaire frénétique comme on peut l'avoir en fait sur le système dit fiduciaire, donc à savoir l'euro, le dollar ou les monnaies que vous utilisez de façon récurrente. Donc, c'est un actif qui permet de conserver de la valeur. C'est un actif qui se valorise sur le long terme. Bien évidemment, comme je vous dis, c'est pas un conseil en investissement. Bitcoin est très volatile. Donc, pour conserver le fruit de son travail avec Bitcoin, il faut l'étudier de façon approfondie. Faut pas se contenter juste d'une vidéo de 10 minutes pour prendre une quelconque décision. Il faut l'étudier, il faut prendre son temps, il n'y a rien qui presse. Et ensuite, il faut entrer sur Bitcoin pour le temps long.
Il faut pas venir sur Bitcoin en se disant je vais faire un grand coup et devenir riche dans 1 an ou 2 ans. Non, vous allez même perdre de l'argent si vous faites ça. Si vous venez dans Bitcoin, c'est pour le temps long. Vous devez être là pour 5 ans, pour 10 ans. Récemment, il y a quelqu'un qui a acheté du Bitcoin en 2011. Il a investi 7 à 8 000 $, je me souviens plus exactement du chiffre, et il a revendu ses Bitcoins. En tout cas, on suppose qu'il les a vendus cette année, donc soit plus de 10 ans après, et pour plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Et pour arriver à ce genre de rendement, je ne suis pas en train de vous dire que Bitcoin va refaire les mêmes folies qu'on a connues, en tout cas ces 15 dernières années. Tout ce que je vous indique, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, c'est un actif qui va vous permettre de combattre l'effet cantillon, qui va vous permettre de conserver votre pouvoir d'achat à minima et de ne pas perdre de l'argent. Ce message s'adresse aussi aux entreprises parce que c'est important aussi pour une entreprise de pouvoir investir, en tout cas une entreprise qu'on veut garder sur le temps long. Si on construit quelque chose pour 20 ans, 10 ans, il faut aussi être, en plus de son outil de production, être à la recherche d'actifs qui vont permettre de valoriser sa trésorerie, qui vont permettre de conserver en fait le pouvoir d'achat de l'entreprise et lui permettre de réaliser des investissements futurs. Donc, beaucoup d'entreprises ont commencé à le comprendre, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, même au Japon. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à comprendre que Bitcoin peut être un actif pour conserver une partie de leur trésorerie et donc elles investissent massivement dans Bitcoin. Donc, les récentes en date, il y a un grand groupe immobilier au Mexique qui a annoncé sa stratégie d'investir une partie, en tout cas, de ses liquidités en Bitcoin. Je ne vous cite plus le cas de MicroStrategy, par exemple, de Metaplanet, de Blockchain Group en France. Et comme ça, même les fonds souverains, donc les fonds souverains investissent aussi dans le Bitcoin de façon indirecte, donc via des entreprises justement qui ont du Bitcoin en trésorerie. Tout ça pour conclure en fait cette vidéo qui pour moi est déjà beaucoup trop longue, c'est que Bitcoin est un actif, enfin déjà la première chose c'est l'effet cantillon. Il faut en avoir conscience que l'impression monétaire, elle profite à ceux qui ont des actifs parce que le nouvel argent qui est émis par les banques centrales et les États va aller augmenter en fait le prix des biens et services, y compris le prix des actifs. Donc, ceux qui en ont captent une partie de cette liquidité. Et si vous n'avez aucun actif et que tout votre argent est sur un livret A, eh bien, vous subissez cette augmentation des prix et donc vous subissez en fait l'inflation. Deuxième élément, c'est que Bitcoin est un actif qui capte cette liquidité. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'un des actifs qui capte le plus la liquidité en question et donc ça reste un bon actif pour pouvoir conserver le fruit de son travail, pour pouvoir conserver le fruit de son labeur. Voilà, c'est terminé pour moi dans cette vidéo et le point que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce message, bien évidemment, il s'adresse aux particuliers et aux entreprises parce qu'une entreprise a aussi besoin de conserver le fruit de son travail, le fruit de son outil productif.